Salut à tous. Salut. Bienvenue encore une fois au Costa Rica. On est toujours sur la côte pacifique dans le nord-ouest du pays, sur le bord d'une petite plage qui s'appelle Avellanas. Et on a fait une rencontre un petit peu particulière cette semaine. Ouais, en fait on a rencontré une amie à moi de la classe de seconde, qu'on était ensemble au lycée. Et un peu par hasard, grâce aux réseaux sociaux, on a appris qu'on était en train de faire un peu le même voyage et un peu le même itinéraire, du moins pour l'Amérique centrale. Donc on a décidé de se croiser et eux en fait ils font un voyage qui est très similaire au nôtre, mais en fait ils voyagent en moto, contrairement à nous qui voyageons en van. Donc voilà, donc on ne s'est pas vu depuis qu'on a 16 ans et c'est un peu fou de se retrouver là. Donc on va aller vous présenter ces gens. Salut, nous sommes Anouchka et Renaud. Depuis septembre 2018, nous voyageons à temps plein dans notre van et partageons avec vous cette expérience. Nous avons traversé l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et nous sommes en ce moment au Costa Rica. Merci à tous nos abonnés et bienvenue à tous ceux qui nous découvrent. Abonnez-vous pour ne rien rater. Hola Anouchka. Salut les amis. Salut, salut. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, moi je suis Emmanuelle, je suis bretonne d'origine, ça fait longtemps que je vis plus là-bas, mais je suis professeure Montessori de formation. Ok. Et yo, moi je suis Guillermo, je viens naturellement de l'Espagne, je viens d'une région qui s'appelle El Bierzo et je suis un passionné de belles chevaux de fer comme celui-là. Ok, super. Ok, et donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre voyage, que vous êtes parti, où vous comptez aller? Carrément, c'est un voyage qui va durer 6 mois et demi, ça fait 3 ans qu'on le prépare. C'est même plus, ouais, au niveau financier, au niveau organisationnel. Et c'est un voyage qui va nous mener du Mexique jusqu'à Ushuaia. Ok, d'accord. Et est-ce que... Vas-y. À chaque pays, on va rencontrer un projet différent. Ok. Et tous les projets ils vont avoir un impact sur l'environnement. Yeah. Comment ça se dit? Sur l'environnement. Sur l'environnement local ou bien international. Ok, d'accord. Et vous allez faire un reportage? Vous faites des vidéos? Ouais. Alors le but c'est d'être produit. Donc pour l'instant, pendant le voyage, on fait pas vraiment de vidéos pour garder la surprise. Okay. Et puis bon, on va faire des petites vidéos de notre voyage à nous, mais vraiment le projet qu'on a de On the Road, ça va être mis en ligne plus tard quand on va rentrer. Donc en mars, on va commencer à travailler dessus. Ça sera sur un format de 27 minutes, okay. Chaque chapitre, okay. Pour que ce soit dynamique et que tout le monde puisse profiter du moment. Donc vous allez aller à la rencontre de projets liés à l'environnement. On va à la rencontre de quelqu'un qui a un savoir-faire et que ce savoir-faire, quand tu t'en sers d'eux, il va avoir un gros impact. Comme ça peut être la récupération de l'eau de pluie, comme ça peut être le recyclage, comme ça peut être la protection d'un animal assez important sur la chaîne pour que la nature ça marche. Ou comme ça peut être la décontamination des lacs et des rivières entre autres. Okay. Parce qu'on ne va pas dire non plus tous pour garder un peu le suspense et que cela la surprise. Ouais. Ouais. Bah, 12 pays, 12 épisodes. Ok, super. Et du coup, cette moto, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus dessus? Ouais. Nous la présenter? Cette moto, c'est la Royal Enfield. C'est une moto que ça se fait depuis la fin des années 50. On chaîne sans arrêt. Alors au jour d'aujourd'hui, comme je suis là, qui est de 2015, tu peux la avoir nouvelle. Ça change deux petits trous comme le disque de frein, c'est plus sécurité. Il y a aussi l'injecteur que ça te donne moins de consommation et tu as un démarreur électronique. C'est une moto super robuste avec laquelle tu peux faire beaucoup de kilomètres, qui supporte beaucoup de poids. Et c'est aussi un gros plaisir de conduire parce que la position qu'il a del guidon, ça fait que ça ne te fatigue pas autant le dos comme il y a des fois les motos sportives ou d'autres genres de motos. Et combien pèse la moto à vide et combien pèse la moto une fois qu'elle est chargée? Ok, à vide c'est 190 kg et quand il est tout chargé, il est avec Manu et moi sur la moto,
On fait un total de 450 kg Wow. sur 2 pinots. Du coup, j'imagine que pour la charger et la décharger, vous faites ça Tous les jours. Au début, ça se prenait 30 minutes. Et maintenant, on arrive à le faire en 12. Wow. Parce Ouais, que ça va plus tu prends les habitudes, tu sais comme le faire, non? Et surtout Tu sais où va, quel poids Ouais, va où, quel sac va où, quel fil va avec quel fil, quel tendeur va où. Mais c'est vrai va, que ça tous va les vite. jours, pour la décharger, ça nous prend 10-15 minutes. Qu'on doit chercher, qu'on doit attendre dans la moto, autant que Yann monte avec les valises pour venir récupérer les autres. Et pour la charger, c'est plus ou moins la même histoire. Ça amène une bonne question. Du coup, vous logez soit chez l'habitant, soit dans des petits hostels ou hôtels ou bed and breakfast et tout ça. Exactement. On a un budget assez limité, donc on essaye de passer beaucoup par le couchsurfing. Donc c'est aller dormir chez des gens qui nous accueillent. C'est assez difficile des fois pour ça parce que vu qu'on a la moto, on essaye quand même d'aller dans des endroits assez sécures où on peut ranger la moto dans un jardin par exemple. Pour la nuit. Pour la nuit, pour la nuit. Surtout Mexique, enfin les premiers pays, Guatemala, tout ça on essayait. Là maintenant c'est un peu plus tranquille, mais Est-ce que on vous essaye devez ça. tout décharger? Vous pouvez rien laisser Non, on dessus? laisse rien. Non, Le seul endroit où on peut le laisser, c'est quand on fait des petits hôtels qui ont un endroit fermé, où vraiment c'est sécurisé par des portes. garde. Et là, on Et même peut en- juste laisser que celle-ci, Parce parce que- que c'est les outils. Ah oui, non, ça. Donc ça va, c'est pas trop grave. Mais les sacs avec nos affaires, non, on prend Non, tout. c'est pas possible. Mais bon, il y a toujours, pour le moment, on a toujours trouvé une façon de pouvoir dormir et que la moto passe à un endroit en sécurité. Ici, au Costa Rica, c'est les 2 premières nuits que Elle la passe moto elle vient de dormir d'eau. Ouais. Bon, tout le bah, voyage. Elle est dans notre jardin. Ouais. Notre van est juste là. Et puis là, on voit tous les stocks qui vont charger. Donc vous disiez que vous êtes meilleur maintenant, mais on va vous regarder faire. Puis si vous voulez nous Ouais. expliquer à mesure que vous le faites, qu'est-ce que Ça vous marche. mettez où, bah, on va être super ravis de découvrir ça. Généralement, la première mallette valise qu'on met, c'est celle-ci, c'est les outils. Il y a un bidon d'huile, il y a 5 litres d'essence au cas où, parce qu'on a été quelques fois, on n'a pas écouté notre moto et du coup on est tombé en panne. Et puis c'est une pelle, voilà, des tournevis. Et on met celui-là parce que si vous voyez, ça sort un tout petit peu pour un côté et un tout petit peu pour l'autre côté. Ouais. Alors ça nous donne un peu l'idée au moment qu'on va mettre son sac et les miennes, Ouais. qu'on a la équilibre. place. Parce que si on met d'abord le sac, ils vont prendre toute cette place et mettre celui-là, c'est un peu plus galère. Ok. Il y a le côté de Manu, que c'est toujours sur la droite parce qu'en fait, Pour ça qui est plus léger. il est plus léger et comme ça dit, guardabarros, le qui protège Les garde-boue. le garde-boue, il touche un tout petit peu à la droite et le pneu. Alors il faut essayer de mettre les poids sur la gauche et laisser le moins lourd sur la droite. Et donc là, dans ce sac-là, c'est un sac à dos en fait avec une housse imperméable. Voilà, c'est le sac à dos de rando. On met la housse imperméable, celle-ci elle est intégrale, bien pratique parce que si on est pris par des petites pluies sur la route, sinon on a des grosses bâches qu'on peut mettre quand on a prévu vraiment la pluie, on met les grosses bâches. Ouais. Mais ça c'est le au cas où pour la poussière aussi. D'accord. Et dans ces sacs, il y a aucune affaire, hein. Toutes mes affaires de vêtements sont dans le petit sac à l'avant. Ça, c'est l'ordinateur, c'est les sacs de couchage, c'est le vêtement sale, les chaussures basket. Ok. Et dans le sac de billets qui arrive là, c'est réparti les matelas pour le camping, des coussins, et l'appareil photo, les vêtements de tous Guillet nos aussi du vêtements, coup. parce que ça c'est les vêtements de Manu. Ici, il voyage tous les vêtements que Manu vêtements pour 6 mois. a pour 6 mois. Waouh! Pour 6 mois, tout est là. Sans compter les vêtements de pluie. Ouais, que les vêtements de pluie sont sur mon sac. Ouais, c'est incroyable ça. Non, on a- Et les instruments de musique,
2 ukulélés quand même sur une moto, ça c'est un gros... C'est nécessaire, c'est le petit plaisir quand même de temps en temps de se faire une petite musique ou de partager. Les musiques, c'est une langue internationale, la musique, donc c'est aussi le moyen d'ouvrir, même si sur notre voyage on va parler espagnol tout le temps et que c'est une langue qu'on maîtrise. Dans notre précédent voyage en Iran, c'était vraiment le moyen de communiquer avec des gens qui ne parlaient pas notre langue. Et ça ouvrait, on s'est rendu compte que ça ouvrait les sourires, ça ouvrait la communication. Il y a des fois que les gens qui t'accueillent, c'est ceux, ils sont un peu fermés. Alors au moment que tu sors les instruments, que tu te mets un peu à jouer, à chanter, ils commencent à sourire, ils commencent à laisser cette pensée de est-ce que c'est des bons gens? Non, parce qu'ils font des musiques, alors ils font des musiques, c'est forcément des gens cool. Et ça nous aide aussi beaucoup à casser la glace, comme on dit en espagnol, je ne sais pas si en français vous avez pareil. Alors, il nous sert un peu pour casser la glace au moment qu'on se retrouve à la maison de quelqu'un qui nous accueille, et pour commencer un peu à se sentir plus à l'aise. Et vous conduisez combien de kilomètres par jour à peu près? Ça dépend de la route de chaque pays. Au Mexique, il y avait des routes plus larges. On faisait environ 400 km. Et dans des autres pays, on faisait environ les 200. Mais si on arrivait à faire les 400 km, c'était grâce à cette cousin-là et à celui-là qui nous font beaucoup plus agréable la route. Parce ça amortit la vibration. Ouais, c'est un moto de 500 cm3 avec un monocylindre. Alors la vibration c'est assez fort. Et ça nous permet de pouvoir faire plus de kilomètres. On s'arrête plus ou moins tous les 2 heures et on fait environ 8 heures par jour. D'accord, ok. Et pour finir, si vous aviez un conseil à donner à des voyageurs qui aimeraient faire un voyage similaire, qu'est-ce que ça serait? Ok, le premier, moi je pense que le conseil le plus important, c'est jamais conduire la nuit. Parce que tous les endroits sont vraiment cool. On a traversé El Salvador et Honduras, que tout le monde parlait que c'était super terrible et dangereux. Pendant la journée, c'est tout super cool. Et deuxième, pas prendre plus de le nécessaire. Vraiment, c'est faire des essais avant de partir, les voyages. Faire comme des essais de 2 jours, 3 jours, en vivant comme on va vivre les voyages. Tester le matériel. Tester le matériel et savoir qu'est-ce qui va pas vraiment être utile. Jamais prendre quelque chose que tu hésites. Parce que ce que tu hésites, tu vas vraiment pas t'en servir assez. D'accord. Super, on va rester sur ça. Ne prenez jamais quelque chose que vous hésitez. Je pense que c'est valide un petit peu aussi pour la vie de van, bien qu'il y ait un petit peu plus de place. Pura vida. Ok, ben on va vous regarder vous préparer. Puis bon voyage les amis, tripez bien. Merci. C'était vraiment cool de vous croiser ici.